La salle de réception sentait le lys et le champagne bon marché, quand mon mari, avec qui j'étais mariée depuis 18 ans, a pris le micro des mains de l'animateur, comme si la soirée entière lui appartenait. Je me souviens avoir pensé, Daniel, ce n'est pas ton moment. Je me suis trompée sur tant de choses, cette nuit-là. Il a tapoté le micro 2 fois, a souri à la foule de 300 personnes, et a prononcé les mots qui allaient mettre fin à mon mariage, devant tous ceux que j'aimais. Tout le monde devrait remercier Lorraine. Elle a passé 18 ans à élever le fils de ma maîtresse. La pièce est devenue si silencieuse, que je pouvais entendre la glace fondre, dans le verre de quelqu'un. Et puis, mon fils s'est levé. « Papa » a dit Ethan, d'une voix si assurée que ma poitrine m'a fait mal, « tu dis enfin la vérité. Permettez-moi de revenir en arrière. Je m'appelle Lorraine Phillips. J'ai 46 ans, et au cours des 2 dernières décennies, j'ai porté l'uniforme, en tant que colonel de l'armée de terre des États-Unis. J'ai briefé des généraux. J'ai pris des décisions, qui ont coûté des vies, ou qui en ont sauvé. Des soldats, qui ont la moitié de mon âge, m'appellent madame, avec un respect qui frôle la vénération. Et j'ai mérité chaque once de ce respect, par la discipline, et en ne reculant jamais, quand la situation devenait difficile. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé au moment où mon mari a souri, lors de la remise des diplômes de notre fils, et a fait exploser ma vie, comme s'il ne s'agissait que d'une simple blague de soirée. Je veux vous raconter comment nous en sommes arrivés là, car cela ne s'est pas fait en une seule nuit. C'est le fruit de 18 années de petits moments, que j'ai choisi de ne pas examiner de trop près. En effet, les examiner aurait signifié admettre que quelque chose n'allait pas, dans les fondations mêmes sur lesquelles j'avais bâti toute ma vie d'adulte. Il y a 18 ans, j'étais capitaine, fraîchement rentré d'un déploiement, et je fréquentais un civil charmant, nommé Daniel. Il travaillait dans l'immobilier commercial, et il avait le don de rendre chaque pièce plus chaleureuse, dès qu'il y entrait. Après 6 mois de relation, il m'a fait asseoir à la table de sa cuisine, m'a pris les mains, et m'a avoué quelque chose, qui m'a brisé le cœur, avant même que je ne rencontre la personne concernée. La mère du bébé est morte en couche, m'a-t-il dit. J'ai un fils. Il a 3 mois. Il s'appelle Ethan, et je ne sais pas comment faire ça tout seul. J'ai regardé cette photographie. Il m'a montré un visage minuscule, tout ridé, enveloppé dans une couverture d'hôpital. Et quelque chose, en moi, a tout simplement pris une décision. Je n'ai pas décidé d'épouser Daniel, ce jour-là. Pas exactement. J'ai décidé qu'aucun enfant ne devrait grandir en se sentant comme une pensée après coup, comme un fardeau que quelqu'un d'autre devrait expliquer. J'ai décidé, quelque part dans cette cuisine, que peu importe ce qui se passerait entre moi et cet homme, j'allais m'assurer que ce bébé sache qu'il était désiré. Nous nous sommes mariés, 8 mois plus tard. J'ai légalement adopté Ethan, avant son premier anniversaire. Et pendant 18 ans, c'est moi qui ai fait le travail, pour être sa mère. Non pas parce que Daniel me l'a demandé, mais parce que je l'aimais, avant même de comprendre ce que signifiait réellement aimer un enfant. C'est moi qui faisais les 100 pas avec lui, lors de ses coliques, à 3 heures du matin, en fredonnant des cadences militaires, parce que c'étaient les seules chansons que je connaissais par cœur. C'est moi qui étais assise dans le bureau de l'infirmière de l'école, quand il s'est cassé le bras en tombant de la cage à poules, en CE1. Je lui tenais la main, pendant qu'il pleurait, et je lui disais, « Les colonels ne pleurent pas. Ils se font recoudre, et retournent au travail. » Ce qui l'a fait rire, même à travers ses larmes. C'est moi qui conduisais 2 heures à l'aller, et 2 heures au retour, pour assister à chacun de ses matchs de football au lycée, même ceux où il restait sur le banc pendant tout le temps. Je le faisais, parce que je voulais qu'il lève les yeux vers les gradins, et qu'il y voie mon visage, à chaque fois, sans exception. Daniel l'aimait aussi, à sa manière. Je veux être juste à ce sujet, même maintenant, même après tout ce qui s'est passé. Il était présent pour les grands moments, les matchs de championnat, les pièces de théâtre à l'école, bref, les moments où il y avait un public pour le voir être un bon père. Mais le travail quotidien d'élever une personne, les heures peu glorieuses qui construisent réellement une enfance, ces heures-là étaient les miennes. Je ne lui en voulais pas, à l'époque. Je me disais que c'était simplement la façon dont certaines familles divisaient les tâches.
J'étais doué pour la discipline et la routine, Daniel, lui, était doué pour se présenter sur les photos. Il y avait des choses qui ne collaient pas tout à fait, même dans ses premières années. De petites incohérences, que je remarquais, puis que je mettais de côté, car les examiner me donnait un sentiment de déloyauté. Daniel ne voulait jamais parler de la mère biologique d'Ethan. Chaque fois qu'Ethan, en tant que petit garçon, posait des questions, comment était-elle? Est-ce que je lui ressemble? Daniel changeait de sujet, avec tant de fluidité, et si rapidement, qu'il m'a fallu des années pour remarquer ce schéma. Il redirigeait la conversation vers une glace, vers un match à la télévision, vers n'importe quoi, sauf une vraie réponse. Je me disais que le deuil fonctionne différemment, pour chacun. Je me disais que certains hommes ne peuvent pas parler de perte, sans s'effondrer. Et Daniel, tout simplement, n'était pas fait pour ce genre de vulnérabilité. J'ai construit toute ma compréhension du caractère de mon mari, sur cette supposition, brique par brique, pendant 18 ans. Ethan est devenu un jeune homme remarquable, malgré les lacunes qui pouvaient exister dans cette histoire. Il était attentionné, d'une manière qui surprenait ses professeurs. Il était gentil avec les enfants, qui déjeunaient seuls. Et il m'aimait. Non pas de la manière compliquée et obligée dont les enfants aiment parfois un beau-parent, mais férocement, ouvertement. Une manière qui, parfois, faisait se crisper la mâchoire de Daniel, lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Je ne comprenais pas cette crispation, à l'époque. Je la comprends, maintenant. Le matin de la remise des diplômes d'Ethan, j'ai repassé mon uniforme de cérémonie, avec une sorte de fierté que je ne peux pas totalement décrire, à ceux qui n'ont pas passé 2 décennies à bâtir une vie autour du service et du sacrifice. J'allais regarder mon fils traverser une scène, et recevoir un diplôme, qu'il avait obtenu grâce à son propre travail acharné. Et je croyais, de tout mon cœur, que cela allait être l'un des plus beaux jours de ma vie. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une enveloppe cartonnée, posée dans un tiroir à la maison, que je n'avais pas encore ouverte. Et je n'avais aucune idée que dans quelques heures, mon mari se tiendrait devant tous les gens que nous connaissions, et m'offrirait le pire moment de ma vie, comme si c'était un cadeau qu'il était fier de donner. En y repensant aujourd'hui, je réalise que j'ai passé 18 ans à collectionner de petits moments étranges, et à les classer dans la catégorie rien. Simplement parce que l'alternative que quelque chose n'allait pas du tout semblait insupportable, pour une femme qui se targuait de toujours évaluer les situations correctement. Dans ma carrière, j'ai été entraînée à remarquer des schémas, à repérer l'élément qui ne colle pas, avant qu'il ne devienne une crise. Et pourtant, dans ma propre maison, j'ai laissé glisser sur moi, incohérence après incohérence, comme s'il s'agissait simplement du mauvais temps. La première chose à laquelle j'aurais dû prêter attention, c'était la façon dont Daniel gérait toute conversation, concernant la mère biologique d'Ethan. Ce n'était pas seulement qu'il évitait le sujet. Beaucoup de personnes en deuil le font. C'était la manière spécifique, dont il l'évitait. Il n'a pas prononcé son nom une seule fois, devant moi. Pas une seule fois, en 18 ans. Quand Ethan était jeune, et posait des questions innocentes, comme le font les enfants, à quoi ressemblait-elle? Aimait-elle la musique? M'aurait-elle aimé? Daniel se raidissait, de façon presque imperceptible, puis pivotait la conversation vers toute autre chose. Un nouveau jouet, une sortie aux eaux, n'importe quoi. Je pensais autrefois que c'était un deuil si vif, qu'il ne pouvait pas y accéder. Maintenant, je comprends que c'était quelque chose qui ressemblait davantage à de la culpabilité, se cachant derrière le masque du chagrin. Et les deux peuvent se ressembler de façon frappante, si l'on ne cherche pas à voir la différence. Il y avait les appels téléphoniques, aussi. Tard dans la nuit, parfois après minuit, le téléphone de Daniel s'allumait sur la table de chevet, et il se glissait hors du lit, pour répondre dans le couloir. Sa voix était basse, prudente, délibérée, d'une manière qui ne correspondait pas à l'excuse désinvolte qu'il m'offrait, en revenant. « Juste un client », disait-il. « Tu sais comment sont les affaires commerciales, tout le monde veut tout régler à minuit. » Et parce que j'avais confiance en lui, parce que 18 ans de mariage bâtissent une forme de confiance, qui devient presque structurelle, comme un mur porteur, soutenant toute l'architecture de votre vie, j'ai laissé couler. Je me suis dit, que trop le questionner, serait en soi une forme de trahison.
Je ne voulais pas devenir la femme soupçonneuse, qui ne pouvait pas laisser son mari avoir une conversation privée, sans l'interroger. Je repense à cette décision, maintenant, avec un chagrin complexe. Pas seulement le chagrin pour ce que je ne savais pas, mais le chagrin pour la version de moi-même, qui faisait tellement confiance, qu'elle se dissuadait d'écouter ses propres instincts, nuit après nuit, pendant des années. Il y a eu un moment dans un supermarché, quand Ethan avait peut-être 7 ans, qui est resté gravé dans ma mémoire depuis. Un souvenir vif et étrange, même si, à l'époque, je l'ai balayé en quelques minutes. Une dame âgée, dans la file d'attente à côté de nous, n'arrêtait pas de fixer Ethan. Pas de la manière dont les étrangers admirent parfois un enfant sage, mais avec une sorte d'intensité scrutatrice, comme si elle essayait de le situer. Finalement, elle s'est penchée vers moi, et a demandé très brutalement, « C'est le vôtre ?» Je me souviens avoir ri un peu, en disant, « Oui, c'est mon fils. » Et elle a ouvert la bouche pour dire autre chose, puis ses yeux ont glissé par-dessus mon épaule, vers Daniel, qui venait d'arriver avec le caddie. Là, toute son expression s'est fermée, comme une porte. Elle est devenue silencieuse, a payé ses courses, et est partie sans un mot de plus. J'ai demandé à Daniel, dans la voiture, s'il la connaissait. Il a dit non. Qu'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Je l'ai cru, car pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Mais quelque chose dans la brusquerie de son silence, est resté coincé, de travers dans mon estomac, pendant des jours. De la même façon qu'une écharde reste coincée sous la peau, même après que vous avez consciemment cessé de remarquer qu'elle est là. Ensuite, il y a eu la question de l'acte de naissance d'Ethan, et de ses papiers d'adoption. Au début de notre mariage, j'avais mentionné, presque en passant, que je voulais regarder les documents originaux. Non pas par méfiance, mais simplement par curiosité naturelle de mère, envers l'enfant qu'elle élevait. La réaction de Daniel a été immédiate, et, rétrospectivement, sauvagement disproportionnée par rapport à la demande. « Pourquoi déterrer de vieilles douleurs ?» a-t-il dit, d'une voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. « Elle est partie, Lorraine. Laisse-la reposer en paix. Concentrons-nous simplement sur notre famille. » Je me souviens m'être sentie presque honteuse d'avoir posé la question, comme si j'avais empiété sur un chagrin privé, que je n'avais pas le droit de toucher. J'ai laissé tomber. Je n'ai plus jamais posé la question. Pas une seule fois, au cours des 17 années suivantes. Pendant ce temps, Ethan continuait de grandir, pour devenir quelqu'un dont j'étais infiniment fière. Il était brillant à l'école, d'une intelligence qui venait d'une véritable curiosité, plutôt que de la pression. Il était d'une politesse infaillible envers les adultes, le genre de politesse pour laquelle les professeurs écrivent des mots de félicitations aux parents. Et il m'aimait, avec une franchise qui, parfois, me prenait au dépourvu. Comme la façon dont il continuait à me serrer dans ses bras, pour me dire au revoir avant l'école, même à l'adolescence, un âge où la plupart des garçons sont trop gênés pour ce genre d'affection en public. J'ai remarqué, bien que je ne l'ai pas examiné de près à l'époque, que cette proximité entre Ethan et moi semblait occasionnellement déranger Daniel. Il y avait une lueur furtive sur son visage, quand Ethan venait d'abord vers moi pour partager une bonne nouvelle, un bulletin de notes, ou une lettre d'acceptation, plutôt que d'aller voir son propre père. Une crispation dans sa mâchoire, quand Ethan m'a qualifié de « personne la plus intelligente que je connaisse », lors d'un dîner de Thanksgiving, devant toute la famille élargie. Je me disais que c'était de la jalousie paternelle ordinaire. Le genre de jalousie que chaque père ressent probablement, lorsqu'une mère devient le centre émotionnel d'un foyer. Je n'ai pas envisagé, pas un seul instant, que cela puisse être tout autre chose. Quelque chose de plus proche du ressentiment, ou même de la culpabilité, caillant doucement sous la surface, pour des raisons que je ne pouvais pas encore imaginer. La semaine précédant la remise des diplômes d'Ethan, une simple enveloppe cartonnée est arrivée chez nous, adressée uniquement à moi, sans aucune adresse d'expéditeur que je puisse reconnaître. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, avec l'intention de l'ouvrir après la cérémonie, une fois que l'agitation des préparatifs, pour les invités et la famille, se serait calmée. Je n'avais aucune idée, en la plaçant sous une pile de courrier, que je mettais de côté le seul morceau de papier, qui m'aurait préparé à tout ce qui allait se passer sur cette scène.
La cérémonie de remise des diplômes se déroulait en plein air, sur la grande esplanade de l'université, sous un ciel si clair et si bleu, que cela semblait presque mis en scène. Comme si même la météo voulait participer à la fête. J'étais assise au deuxième rang des places réservées aux familles, le dos bien droit, par habitude après des décennies de service. Je regardais, rangée après rangée, les diplômés traverser la scène, dans leur toge noire, attendant le moment où le nom de mon fils serait appelé. Daniel était assis à côté de moi, et j'ai remarqué qu'il avait bu plus que quelques verres, lors de la petite réception préalable. Le genre de rassemblement d'avant-cérémonie, où les parents fiers sirotent du champagne, et se félicitent mutuellement, pour les enfants qui sont arrivés jusque-là. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, sur le moment. Daniel aimait être le centre de l'attention, dans une pièce. Il aimait qu'on le voie s'amuser. Je l'avais regardé charmer les foules, pendant 18 ans, et je n'avais jamais pensé que c'était autre chose qu'un trait de personnalité. Quand le nom d'Ethan a été appelé, je me suis levée, avant même de réaliser que je le faisais. J'applaudissais si fort, que mes paumes me brûlaient, regardant mon fils traverser cette scène, avec une prestance qui m'a serré la gorge de fierté. Il m'a trouvé dans la foule, immédiatement, comme il le faisait toujours, et m'a fait le plus petit des signes de tête. Le genre de reconnaissance privée, que seule une mère et son fils partagent, un signe de tête qui disait « c'est pour toi, aussi ». Après la cérémonie, l'université avait organisé une réception, dans une grande salle de banquet, pour les familles des diplômés. Le genre d'événement avec un animateur engagé, une petite scène, et un micro, que l'on fait passer pour quelques brefs discours, de la part des professeurs et des invités d'honneur. J'étais debout près d'une table ronde, tenant un verre de cidre pétillant, en train de discuter avec une autre épouse de militaire, que je connaissais depuis des années. C'est alors que j'ai remarqué Daniel, se dirigeant vers la petite scène, à l'avant de la pièce. J'ai supposé qu'il voulait dire quelque chose de gentil, un toast de père à son fils fraîchement diplômé. Quelque chose de sentimental, peut-être un peu maladroit, le genre de choses que font les maris, dans des moments comme celui-ci. Je me souviens avoir réellement ressenti une petite bouffée de chaleur, en pensant, c'est bien, il va enfin dire quelque chose de significatif. Il a pris le micro des mains de l'animateur, avec un sourire large et décontracté. Le genre de sourire qui vient de trop de champagne, et de trop de confiance en soi. La salle s'est tue, s'attendant à un toast. Je veux juste dire quelques mots, a commencé Daniel, sa voix portant cette chaleur particulière, qu'il utilisait toujours devant un public, à propos d'une femme incroyable. J'ai senti ma poitrine se gonfler. Je me sentais réellement fière, debout là, pensant qu'il allait enfin reconnaître devant tout le monde, tout ce que j'avais donné, pendant ces 18 années. Tout le monde devrait remercier Lorraine, a-t-il continué, en levant son verre dans ma direction. Elle a passé 18 ans à élever le fils de ma maîtresse. Pendant une seconde entière, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai carrément regardé autour de moi dans la pièce, attendant que quelqu'un rie, attendant que cela se révèle être une blague étrange, que je ne comprenais pas correctement. Mais personne n'a ri. Le silence qui a suivi était le genre de silence qui a un poids, qui pèse sur une pièce comme une chose physique. Daniel a continué. Il n'avait pas terminé. Et le pire, ce qui fait encore trembler mes mains quand j'y pense, c'est qu'il ne se confessait pas par culpabilité, par chagrin, ou par un quelconque besoin aviné de se soulager d'un poids. Il faisait une représentation. Il souriait tout le temps, comme un homme racontant une anecdote amusante, lors d'un dîner mondain. Comme si ma vie n'était pas la chute de la blague. Il y a des années, avant que Lorraine et moi ne nous mariions, j'ai eu une liaison, a-t-il dit, en faisant tourner le champagne dans son verre, comme s'il savourait une histoire particulièrement bonne. La femme est tombée enceinte. Elle m'a laissé le bébé, et a disparu. Elle ne voulait pas de cette responsabilité. J'ai dit à Lorraine que la mère était morte en couche. Il a ri. Il a réellement ri, un son bref et insouciant. Lorraine n'a jamais rien soupçonné. 18 ans, et elle a élevé ce garçon comme le sien. Sans poser de questions. Je n'ai pas de mots adéquats pour décrire ce qui s'est passé en moi, à cet instant. Ce n'était pas seulement de l'humiliation.
Bien que l'humiliation fût réelle et totale, se répandant dans mon corps, comme de l'eau glacée. C'était la cruauté spécifique et chirurgicale de la chose. Le fait qu'il souriait pendant qu'il le faisait. Le fait qu'il ait choisi ce moment précis, la remise des diplômes de mon fils, l'aboutissement de 18 années de travail, dans lequel je mettais corps et âme investis, comme scène pour sa confession. J'ai senti tous les regards de la pièce se tourner vers moi. J'ai ressenti la morsure particulière de la pitié sur les visages de gens que je connaissais depuis des années. Les épouses de militaires, les voisins, les propres collègues de Daniel. Tous me regardaient avec cette sorte de sympathie douce et horrifiée, généralement réservée aux personnes qui viennent d'apprendre une terrible nouvelle médicale. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai dû poser mon verre sur la table la plus proche, avant de le faire tomber. Daniel n'avait pas terminé. Il semblait presque galvanisé par le silence stupéfait de la salle. Le confondant avec ce genre de silence dramatique qui précède les applaudissements, plutôt qu'avec le son de 200 personnes, regardant la dignité d'une femme se faire dépouiller, en direct. Elle n'a même jamais demandé à voir un acte de naissance, a-t-il ajouté, en secouant la tête, avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration, pour sa propre tromperie. 18 ans. Pouvez-vous y croire? Je suis resté figé. Tout mon corps était froid. Mon esprit faisait quelque chose qu'il ne fait presque jamais, il est devenu complètement, totalement vide. Je suis une femme qui est restée calme, sous des tirs de mortier. J'ai pris, en une fraction de seconde, des décisions qui ont déterminé si des soldats allaient vivre ou mourir. Et dans cette salle de bal, devant tout ce que j'aimais, je n'ai pas pu former un seul mot. J'ai pensé, à cet instant, que c'était la pire chose qui allait m'arriver ce jour-là. Je pensais que l'humiliation avait atteint son paroxysme. Que rien d'autre ne pourrait possiblement se produire, pour rendre ce moment pire, plus étrange, ou plus insupportable. J'avais tort. Car c'est à ce moment précis, que j'ai vu Ethan se lever de son siège, près de l'avant de la salle. La mâchoire serrée, les yeux fixés, non pas sur moi, mais sur son père. Il a commencé à marcher, d'un pas lent et délibéré, vers la petite scène, où Daniel se tenait toujours, brandissant ce micro, comme un trophée dont il était fier. Tous les regards, dans cette salle de bal, ont suivi Ethan, alors qu'il traversait vers la scène. Et je me souviens avoir pensé, de manière absurde, que je devais l'arrêter. Un instinct en moi, essayant toujours de protéger l'instant, d'empêcher mon fils de faire une scène, qui pourrait le suivre pour le reste de sa vie. Mais quelque chose, dans sa façon de bouger, m'a dit que ce n'était pas une scène. C'était une décision. C'était un jeune homme qui portait un lourd fardeau depuis longtemps, et qui avait enfin décidé de poser le poids de faire semblant qu'il ne savait pas. Il a atteint la petite scène, et a tendu la main pour prendre le micro. Daniel, surfant toujours sur l'euphorie de sa propre performance, le lui a tendu avec un rire facile. Il s'attendait clairement à ce que son fils le défende, qu'il arrondisse les angles, qu'il dise quelque chose sur le pardon ou la loyauté familiale, comme les fils sont censés le faire, quand leur père trébuche en public. Je pouvais le voir sur le visage de Daniel. Cette confiance particulière, propre à un homme qui n'a jamais considéré une seule fois, que les gens autour de lui pourraient le voir tel qu'il est, clairement. Ethan s'est d'abord tourné pour faire face à la salle, et puis, lentement, il s'est tourné pour faire face directement à son père. « Tu dis enfin la vérité » a-t-il dit. Et sa voix était assurée, d'une manière qui m'a fait sursauter. Assurée, d'une manière qui rendait évident que ce n'était pas la voix d'un garçon pris de court par un secret. C'était la voix de quelqu'un qui vivait déjà avec la vérité, depuis un long moment, et qui décidait seulement maintenant, de laisser le reste du monde rattraper son retard. Le sourire de Daniel a vacillé, pour la première fois de toute la soirée. Ethan, je sais, a dit Ethan simplement, le coupant. Pas méchamment, mais avec un ton définitif, qui a réduit la pièce à un silence encore plus profond. Je le sais depuis 8 mois. J'ai senti le sol basculer, sous mes pieds. 8 mois. Mon fils connaissait la vérité sur ses propres origines, depuis presque 1 an. Et il ne l'avait jamais laissé paraître, lors des dîners tranquilles que nous partagions,
dans les appels téléphoniques qu'il passait depuis sa chambre d'étudiant, juste pour entendre ma voix. Il ne l'avait jamais laissé paraître, dans sa façon de continuer à m'appeler « maman », avec exactement la même chaleur qu'il avait toujours eue. Ethan l'a expliqué simplement, sans drame. De la manière dont on décrirait un fait, avec lequel on a fait la paix depuis longtemps. Il a raconté que pendant son année de licence, la curiosité l'avait emporté. Pas des doutes me concernant, jamais cela, mais le questionnement humain ordinaire, sur d'où il venait. Il avait commandé un de ses kits ADN grand public, presque sur un coup de tête. Il n'attendait rien de plus qu'une répartition des pourcentages d'ascendance, à partager avec ses colocataires autour d'une pizza. Au lieu de cela, les résultats avaient signalé une anomalie génétique, qui n'avait aucun sens biologique, si l'histoire qu'on lui avait racontée toute sa vie, était vraie. Alors, il a fait ce que ferait n'importe quel jeune homme intelligent et plein de ressources. Il a enquêté. Discrètement, méthodiquement. De la façon dont, je suppose, il avait appris à aborder les problèmes, patiemment, sans panique, en rassemblant les faits, avant de tirer des conclusions. Il a trouvé des registres. Il a trouvé le nom d'une femme, qui n'avait jamais été prononcée à voix haute dans notre maison. Il l'a même trouvée, finalement. Vivante, remariée, vivant à 3 états de distance, ayant construit une vie complètement différente, après avoir abandonné le nourrisson, qu'elle avait eu avec un homme qui était, à l'époque, encore légalement marié à une toute autre personne. Elle n'est pas morte, a dit Ethan, regardant maintenant directement Daniel. Et j'ai vu quelque chose, sur le visage de mon mari, s'effondrer d'une manière que je n'avais jamais vue, en 18 ans de mariage. Elle est vivante. Elle est partie parce qu'elle ne voulait pas être mère, et non parce qu'elle est morte dans une chambre d'hôpital, comme tu l'as dit à tout le monde pendant 18 ans. La salle était devenue si silencieuse, que je pouvais entendre la climatisation bourdonner, quelque part au-dessus de nous. J'aurais pu te dire que je savais, a continué Ethan, et maintenant sa voix s'adoucissait, bien qu'elle ne tremblât jamais. J'y ai pensé pendant des semaines. Mais j'ai réalisé quelque chose, pendant que je fouillais dans tout ça, en revoyant de vieilles photos, de vieux dossiers scolaires, de vieux souvenirs. Il a fait une pause, et j'ai regardé ses yeux trouver les miens, à travers la pièce. Rien de tout cela ne changeait qui m'avait réellement élevé. Il s'est alors tourné complètement vers moi, et quelque chose sur son visage s'est brisé pour s'ouvrir. Pas de la faiblesse, mais une sorte d'honnêteté brute, que je n'avais pas vue chez lui depuis qu'il était un petit garçon, pleurant pour un bras cassé, dans le bureau d'une infirmière scolaire. Maman, a-t-il dit, et le mot a résonné dans cette salle de bal, comme quelque chose de sacré. C'est toi qui m'as élevé. Pas elle. Ni même lui, vraiment. Pas de la manière qui compte. Il a fait un geste, presque pour s'excuser, en direction de Daniel. C'est toi qui restais éveillé, quand j'étais malade. C'est toi qui es venu à chaque match, même ceux où je n'ai jamais quitté le banc. C'est toi que j'appelle, quand il m'arrive quelque chose de bien, parce que tu es la première personne à qui je veux le dire. Je ne me souviens pas avoir décidé de pleurer. J'ai simplement pris conscience, à un moment donné pendant son discours, que des larmes coulaient librement sur mon visage, et je me fichais de savoir qui les voyait. Ethan a levé la main et a détaché la montre de son poignet. Le cadeau de remise des diplômes que Daniel lui avait offert le matin même, un objet coûteux, à cadran doré, gravé à ses initiales. Et il l'a tendu vers son père, sans cérémonie, sans cruauté. Simplement comme l'énoncé d'un fait. Tu es mon père biologique, a-t-il dit. Je ne ferai pas semblant que ce n'est pas vrai. Mais c'est elle qui est devenue mon vrai parent. Et je pense qu'après ce soir, toi et moi, nous savons tous les deux laquelle de ces choses a vraiment de l'importance. Daniel est resté figé, la montre reposant dans sa paume ouverte. Sa bouche remuait sans émettre de son, comme un homme essayant de trouver un argument qui n'existait pas. Autour de la pièce, je pouvais voir des gens qui connaissaient Daniel depuis des années. Des collègues, des voisins, des hommes avec qui il jouait au golf le dimanche. Ils le regardaient maintenant avec une expression, qui était passée de la pitié à mon égard, à quelque chose de plus proche du dégoût, dirigé vers lui. Daniel a posé le micro sur une table voisine, sans un mot de plus.
Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas essayé de s'expliquer davantage. Il s'est simplement retourné, s'est frayé un chemin à travers la foule qui s'était rassemblée, et a franchi les portes de la salle de bal, pour sortir dans le parking. Il laissait derrière lui un silence, qui, pour la première fois de la soirée, semblait appartenir entièrement à moi, et à mon fils. Je suis restée là, dans ce silence stupéfait. La main de mon fils a trouvé la mienne, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Et j'ai compris, avec une clarté qui tranchait même l'humiliation des 10 dernières minutes, que je n'avais rien perdu de ce qui comptait vraiment, cette nuit-là. Au contraire, j'avais enfin mesuré toute l'étendue de ce que j'avais construit. Nous n'avons pas quitté la réception immédiatement. Il y a une étrange étiquette, dans un moment comme celui-là. Une salle pleine de gens, qui viennent d'être témoins de quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. Tous, soudainement très intéressés par leurs serviettes, par leurs chaussures, par n'importe quoi, sauf par la femme debout au milieu de la pièce, avec des larmes en train de sécher sur son visage. Quelques amis proches sont venus, m'ont doucement serré le bras, et n'ont rien dit, car il n'y avait rien d'adéquat à dire. Finalement, Ethan et moi avons simplement rassemblé nos affaires, et sommes sortis nous-mêmes sur le parking. Nous sommes sortis dans un air, qui semblait incroyablement frais et pur, après la chaleur de cette salle de bal. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. Ethan a demandé, presque timidement, si nous pouvions juste conduire quelque part, et discuter. Juste nous deux, comme nous le faisions quand il était plus jeune, et que quelque chose le tracassait, qu'il n'arrivait pas tout à fait à formuler à la table du dîner. Je me souviens avoir pensé, que malgré ses 22 ans, fraîchement diplômé, et venant de livrer l'une des confrontations les plus maîtrisées auxquelles j'ai jamais assisté, il ressemblait encore, à ce moment-là, à mon petit garçon. Nous avons atterri dans un restaurant de nuit près du campus. Le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé, et du café resté trop longtemps sur la plaque chauffante. Le genre d'endroit qui se fiche du type de soirée que vous venez de passer, tant que vous laissez un bon pourboire. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. La serveuse a apporté du café. Ethan a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse, comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-il finalement dit. À propos du test ADN. À propos de tout ça. J'ai tendu la main à travers la table, et j'ai pris la sienne, de la même façon que je l'avais fait 1000 fois auparavant. Après des genoux écorchés, après des examens ratés, après une rupture en classe de seconde, qui lui avait semblé, à l'époque, être la fin du monde. Tu me l'as dit quand tu étais prêt, ai-je répondu. C'est suffisant. Il a secoué la tête lentement. J'avais peur que ça te fasse plus de mal, que la vérité elle-même. Je n'arrêtais pas de penser que, si j'arrivais juste à trouver comment te le dire doucement en privé, ce serait plus facile que tout ce qui vient de se passer là-dedans. Ton père nous a enlevé ce choix, à tous les deux, ai-je dit. Et je le pensais sans amertume, simplement comme l'énoncé d'un fait. Rien de tout cela n'aurait dû sortir de la manière dont c'est arrivé ce soir. C'est de sa faute. Ethan est resté silencieux pendant un moment, faisant tourner lentement sa tasse de café sur la table. Et puis, il a commencé à me dire des choses que je ne savais pas. De petites choses spécifiques, qui dépeignaient un tableau que je ne m'étais, d'une certaine manière, jamais totalement permis de voir clairement, même après 18 ans à vivre dedans. Il m'a dit que Daniel ne s'était pas souvenu de son anniversaire une seule fois, sans un rappel de calendrier réglé des semaines à l'avance. Le genre de notification automatisée, qui ne signifie rien en termes de mémoire réelle, ou d'attention. Il m'a dit que Daniel ne savait pas qu'il était allergique aux fruits de mer, jusqu'à ce qu'Ethan ait 14 ans, et fasse une crise d'urticaire lors d'un barbecue familial. Et c'était moi, pas Daniel, qui avait reconnu les symptômes immédiatement, et savait exactement quel médicament lui donner. Il m'a dit que Daniel n'avait jamais appris le nom d'un seul professeur, qui avait compté pour lui. Pas un seul, en 13 ans d'école. Alors que je pouvais encore énumérer, sans m'arrêter pour réfléchir, les noms de ses professeurs préférés, du CE1 jusqu'à la terminale. Je le testais parfois, a admis Ethan, un petit sourire désabusé traversant son visage. Pas exprès. Pas vraiment.
Je mentionnais juste quelque chose, ma couleur préférée, un livre que j'aimais, et j'observais s'il s'en souvenait une semaine plus tard. Il ne le faisait jamais. Toi, toujours. J'ai senti quelque chose s'ouvrir en grand, dans ma poitrine. Pas avec de la douleur, cette fois. Mais avec une sorte de chagrin, pour toutes ces années que j'avais passées, à me mesurer silencieusement à une norme invisible. À me demander si j'en faisais assez, si l'amour d'une belle-mère pourrait jamais vraiment rivaliser, avec le mystérieux lien que le sang était censé créer. J'ai alors avoué quelque chose à Ethan, que je n'avais jamais dit à voix haute à personne. Pas même à mes amis les plus proches, sous l'uniforme. J'avais peur, parfois, lui ai-je dit, la voix plus basse que je ne le voulais. J'avais peur qu'un jour, tu découvres la vérité, et que tu réalises que je n'étais pas vraiment ta mère. Que je faisais juste du remplacement. Et qu'au moment où tu le saurais, tu voudrais la vraie. Ethan m'a regardé, comme si j'avais dit quelque chose de presque absurde. Son expression s'adoucissant, en un mélange d'incrédulité et de tendresse. Maman, a-t-il dit. Je ne me suis jamais demandé une seule fois qui m'avait donné naissance. Pas vraiment. Pas d'une manière qui comptait. La seule chose qui m'a jamais importé, c'est de savoir qui est resté. Je ne pense pas avoir pleuré comme ça, depuis des années. Pas les larmes vives et soudaines de la salle de bal. Mais quelque chose de plus lent, de plus profond. Le genre de pleurs qui survient, quand on pose enfin un poids qu'on ne réalisait même pas porter depuis 2 décennies. Ethan a tendu la main à travers la table, et a serré la mienne. Et pendant un moment, nous sommes simplement restés assis là, ensemble, dans ce restaurant éclairé au néon, à presque minuit. 2 personnes, qui venaient de voir un mariage et une histoire familiale s'effondrer en public, reconstruisant doucement quelque chose de plus solide, à partir des décombres. Plus tard, quand j'ai enfin regardé mon téléphone, j'ai vu 4 appels en absence de Daniel, et une poignée de SMS de plus en plus frénétiques, chacun plus court et plus désespéré que le précédent. Je n'ai répondu à aucun d'eux, cette nuit-là. J'allais apprendre, au cours des jours suivants, que je n'étais pas la seule à laisser ces appels sans réponse. Les nouvelles voyagent vite, parmi les gens qui ont passé des années à bâtir une vie sur les apparences. Et Daniel découvrait en temps réel, à quelle vitesse ce monde peut vous tourner le dos, une fois que la comédie ne fonctionne plus. Les jours qui ont suivi la remise des diplômes se sont écoulés, avec une vitesse étrange et désorientante. C'est ainsi que vont les choses, parfois, après qu'un seul événement a réorganisé tout ce que vous pensiez comprendre, de votre propre vie. Je me suis jetée dans les démarches pratiques de la séparation, presque immédiatement. Pas par froideur, mais parce qu'après 18 ans de discipline militaire, l'action a toujours été ma façon de survivre, là où l'émotion seule ne peut me porter. Ethan est resté avec moi, ces premières semaines, au lieu de retourner tout de suite à son appartement près du campus. Et dans les heures calmes, entre faire des cartons et appeler des avocats, d'autres vérités ont continué à faire surface, pièce par pièce. Comme des débris remontant à la surface de l'eau, longtemps après la perturbation initiale. Cela a commencé par un petit détail. Un dossier qu'Ethan avait gardé, sans en comprendre pleinement la signification. Des documents qu'il avait trouvés glissés dans un vieux classeur, dans le bureau de Daniel, des mois plus tôt, à l'époque où ses soupçons sur sa filiation l'avaient d'abord poussé à fouiller dans les archives familiales. À l'époque, il cherchait tout ce qui concernait sa mère biologique. Ce qu'il avait trouvé, à la place, presque par accident, c'était un ensemble de relevés financiers. Ils n'avaient aucun sens pour un jeune de 22 ans, mais ils ont pris tout leur sens, une fois que je me suis enfin assise, et que je les ai lus moi-même. Daniel avait tranquillement siphonné de l'argent, pendant des années, d'un fonds fiduciaire pour les études. Un fonds que j'avais mis en place pour Ethan, à l'époque où il était encore à l'école primaire. C'était de l'argent provenant de mes propres primes de combat, et d'années d'économie minutieuse. De l'argent que j'avais spécifiquement destiné à ses frais universitaires, protégé dans un compte qui exigeait nos 2 signatures pour tout retrait. Sauf que, plusieurs retraits effectués au cours des 6 dernières années, portaient ma signature, sur des documents que je n'avais jamais vus. Avec une écriture assez proche pour tromper un regard rapide, mais pas assez pour tromper quelqu'un, qui a été formé pendant des années, à remarquer les détails qui clochent.
J'ai apporté les documents à un avocat, quelques jours plus tard. Une femme perspicace et directe, recommandée par un collègue officier, qui avait traversé son propre divorce difficile, des années auparavant. Je veux être honnête sur un point ici, car je pense que c'est important. Je ne suis pas allée dans le bureau de cet avocat, en cherchant à me venger. J'y suis allée en voulant que la vérité soit clairement exposée. Je voulais des comptes. Je voulais que les faits concernant ce qui était réellement arrivé aux finances de notre famille, pendant 18 ans de mariage, voient enfin le jour, après avoir été enterrés si longtemps. Mais une fois qu'une telle enquête commence, elle a tendance à découvrir bien plus, que ce à quoi on s'attendait initialement. Les fausses signatures sur le fond d'études n'étaient qu'un début. Des lignes de crédit avaient été ouvertes à mon nom, sans que je les ai jamais autorisées. Elles étaient suffisamment petites, individuellement, pour échapper à mon attention au fil des ans, mais substantielles lorsqu'elles étaient additionnées. Il y avait des dettes que Daniel avait accumulées et cachées, des pertes de jeux déguisées en frais professionnels, des prêts contractés sur des biens que je ne savais même pas que nous possédions conjointement. Je tiens à préciser que je n'ai pas cherché ce règlement de compte financier pour punir Daniel émotionnellement. Je l'ai fait, parce que 18 ans de mariage avaient apparemment été bâtis, sur des fondations bien plus fragiles que je ne l'avais compris. Et une femme qui a passé sa carrière à prendre des décisions basées sur des faits vérifiés, ne tourne pas simplement le dos à des preuves comme celle-ci, une fois qu'elle les a vues. L'enquête, une fois officiellement lancée, s'est déplacée dans la vie de Daniel, avec la même rigueur silencieuse et implacable, que j'avais appliquée à chaque mission difficile de ma carrière. Son employeur, une entreprise d'immobilier commercial de taille moyenne où il travaillait depuis plus d'une décennie, a lancé son propre examen interne, une fois que certaines irrégularités financières ont été portées à leur attention, lors du processus de divulgation. Des collègues, qui jouaient autrefois au golf avec lui le week-end, ont commencé à garder une prudente distance professionnelle. J'ai entendu dire, par des connaissances communes, que son nom était devenu quelque chose que les gens mentionnaient, à voix basse et prudente, lors des événements de l'industrie. C'est ce genre d'effacement silencieux, qui arrive aux hommes ayant bâti leur réputation sur le charme, une fois que ce charme est finalement épuisé. Sa famille aussi a commencé à s'éloigner. Sa propre sœur, qui avait assisté à notre mariage 18 ans plus tôt, et qui avait toujours été gentille avec moi, a appelé pour s'excuser de choses qu'elle a dit qu'elle aurait dû remarquer, il y a des années. De petits commentaires que Daniel avait faits au fil des ans, qu'elle avait balayés comme insignifiants. Des commentaires qui prenaient un sens tout nouveau, à la lumière de tout ce qui avait éclaté. Le retournement le plus cruel, bien que, je l'avoue, je n'éprouvais que très peu de sympathie pour lui à ce stade, est arrivé, quand j'ai appris la réaction de la mère biologique d'Ethan. La femme que Daniel avait autrefois décrite comme morte. Cette femme, qui en réalité, avait simplement tourné le dos à la maternité des décennies plus tôt, a refusé de voir ou de parler à Daniel, lorsqu'il a cherché à la contacter. Ce que je ne peux présumer être qu'une tentative désespérée de se reconstruire un allié, à partir des décombres de ses propres choix. Elle avait construit une vie entièrement séparée, dans un autre état. Elle s'était remariée, avait élevé d'autres enfants, et ne voulait apparemment absolument rien avoir à faire, avec les conséquences d'une décision qu'elle avait prise 22 ans plus tôt. Même la personne que Daniel avait autrefois utilisée, pour justifier sa tromperie, ne voulait plus de lui maintenant. J'ai observé tout cela se dérouler, à une distance prudente. J'étais principalement concentrée sur Ethan. Je voulais l'aider à traverser une transition, qui était, à sa manière, tout aussi désorientante pour lui, qu'elle l'était pour moi. Apprendre que le père qui l'avait élevé avait construit une vie entière sur des mensonges. Découvrir que la mère, dont on lui avait dit qu'elle était morte en couche, était vivante, et se désintéressait de lui. Regarder la structure familiale, qu'il avait connue toute sa vie, se dissoudre l'espace d'une seule soirée de remise de diplôme. Tard un soir, près de 6 semaines après la cérémonie, on a frappé à ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas, et j'ai vu Daniel debout sur le porche, seul, paraissant d'une certaine manière plus petit que dans mes souvenirs. L'homme confiant, qui commandait la pièce et avait autrefois attrapé un micro, avec une assurance si désinvolte, se tenait maintenant les épaules voûtées. Les mains enfoncées profondément dans ses poches.
Il ressemblait à un homme, qui avait finalement manqué de pièces disposées à le laisser se produire. Je suis restée devant la porte un long moment, avant de l'ouvrir. Non par hésitation sur ce que j'allais dire, mais parce que je voulais m'assurer de l'ouvrir, en étant la version de moi-même que je voulais vraiment être, lors de cette dernière conversation. Pas la femme blessée de la salle de bal. Pas la femme furieuse, qui avait passé des semaines à examiner des signatures falsifiées avec un avocat. Mais simplement moi-même, inébranlable, comme j'avais toujours essayé de l'être pour Ethan. Quand j'ai enfin ouvert la porte, Daniel a levé les yeux vers moi, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, de toutes nos années ensemble. Quelque chose dépouillé de toute mise en scène. Quelque chose qui avait l'air, pour la première fois, presque honnête. « Lorraine, a-t-il dit, la voix éraillée. Pouvons-nous parler ? » Ethan est apparu dans le couloir derrière moi, avant que je ne puisse répondre. Il avait entendu frapper, et avait reconnu la voix de son père à travers la porte. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air calme. Ce même calme inébranlable, qu'il avait apporté sur cette scène, lors de sa remise de diplôme. Il est passé devant moi, pour faire face directement à Daniel. Les yeux de Daniel se sont posés sur son fils, et quelque chose, dans sa contenance, s'est finalement brisé. « Ethan, a-t-il dit, la voix se brisant d'une manière qui m'a surprise. Je sais que je ne mérite pas cette conversation. Je sais que je ne mérite rien de vous deux, mais tu es mon fils. Cela n'a jamais cessé d'être vrai, peu importe tout ce que j'ai fait de mal par ailleurs. » J'ai regardé Ethan considérer cela, pendant un instant. Pas avec cruauté. Pas avec le désir de blesser son père, comme son père nous avait autrefois blessés, devant 200 personnes. Il l'a considéré de la façon dont il considérait tout, pensivement, honnêtement, sans théâtre. « La biologie a fait de toi mon père, » a finalement répondu Ethan. Sa voix était calme, mais d'une clarté absolue. « L'amour a fait d'elle ma mère. Ce sont deux choses différentes, papa. Je pense que tu as passé 18 ans à espérer qu'elle soit la même chose. Et quand il s'est avéré qu'elle ne l'était pas, tu n'as pas su comment vivre avec ça. Mais moi, je le sais. J'ai fait la paix avec ça. » Daniel n'avait pas de réponse à cela. J'ai regardé quelque chose dans son visage s'effondrer entièrement. Et pour la première fois en 18 ans de mariage, je n'ai ressenti aucune envie de le réconforter. Aucun réflexe pour apaiser sa douleur, comme j'avais apaisé tant de choses, pendant nos années ensemble. Je suis simplement restée là, inébranlable, et j'ai laissé le silence porter tout le poids qu'il devait porter. Quand j'ai finalement parlé, je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas cherché la cruauté, bien que j'eusse certainement gagné le droit de l'être, après tout ça. Je lui ai simplement dit la vérité, de la manière dont j'aurais annoncé à un soldat quelque chose de difficile, qu'il avait besoin d'entendre. Tu m'as remercié devant tous ceux que nous connaissons, pour avoir élevé le fils de ta maîtresse, lui ai-je dit. Tu le pensais comme une insulte. Tu voulais m'humilier à l'endroit précis où je me croyais la plus en sécurité. Alors, laisse-moi te le dire en retour, clairement. Je t'en prie, Daniel. C'est moi qui l'ai élevé, et il est devenu un homme meilleur, que tu ne l'as jamais été. Daniel est resté sur ce porche, un instant de plus. Puis, sans un mot supplémentaire, sans excuse, sans se justifier, il a fait demi-tour, et a marché jusqu'à sa voiture, seul. J'ai fermé la porte doucement derrière lui, et Ethan et moi sommes restés ensemble dans le couloir, pendant un long moment. Sans parler, respirant simplement, dans le calme étrange et posé d'un chapitre enfin clos. Des mois ont passé, après cette nuit-là. Et la vie a fait ce que fait la vie. Elle a continué d'avancer, se remodelant autour de l'espace vide, là où se trouvait autrefois une vieille histoire. Ethan a commencé son premier emploi, cet automne-là. Un poste pour lequel il avait travaillé dur, durant sa dernière année d'université. L'entreprise organisait une petite cérémonie officielle d'intégration, pour les nouveaux employés. Le genre d'événement modeste, avec un pupitre et une poignée de membres de famille fiers, éparpillés sur des chaises pliantes. Ethan m'avait demandé d'y assister. Et quand le moment est venu, pour les nouveaux employés, de dire quelques mots, il m'a surprise.
Il m'a demandé de me lever à côté de lui, à l'avant de cette petite pièce. Je veux vous présenter quelqu'un, a-t-il déclaré, ses yeux cherchant les miens à travers la pièce. Voici la femme qui m'a appris ce que signifie réellement l'honneur. Non pas par des leçons de morale, mais à travers 18 années, à ne tout simplement jamais partir, alors qu'il aurait été plus facile de le faire. Je ne pense pas avoir jamais pleuré aussi ouvertement, dans un cadre professionnel, de toute ma carrière. Et je me suis rendu compte, debout là-bas, que je me fichais de savoir qui me voyait. Car ce moment, mon fils, devenu grand, brillant, se tenant droit, et choisissant publiquement de nommer ce qu'était véritablement notre famille, signifiait plus pour moi que n'importe quelle médaille qu'on m'ait jamais remise, plus que n'importe quelle promotion que j'ai jamais obtenue. Je repense souvent à cette soirée de remise de diplôme, et à l'humiliation qui l'a accompagnée. À la façon dont Daniel a conçu ces mots comme une arme, et comment cette arme a complètement échoué. Car à la fin, ce qu'il a essayé d'utiliser pour me détruire, est devenu la chose même qui a révélé qui j'étais réellement. Et qui était réellement mon fils, par la même occasion. La famille n'a jamais été une question de s'en partager. Il s'agit de ceux qui restent, de ceux qui sont présents à 3 heures du matin, de ceux qui se souviennent des petites choses. De ceux qui vous choisissent encore et encore, surtout quand faire ce choix est difficile. Si cette histoire vous a touché, autant qu'elle m'a touché de la vivre, j'adorerais savoir d'où vous nous regardez, ce soir. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi quelle partie de ce voyage vous a le plus marqué. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci, à partager avec vous, semaine après semaine. Alors, assurez-vous de vous abonner, pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Continuons à parcourir ce chemin.